Le château de Versailles est l'un des premiers monuments français, l'un des premiers sites français à avoir été classé au patrimoine mondial par l'UNESCO. Je suis même sûr que l'importance historique, l'importance artistique, la réputation de ce château justifie tout à fait cette inscription. Cette galerie des glaces est sans doute le grand chef-d'œuvre architectural et artistique du règne de Louis XIV, avec ces miroirs qui renvoient l'image du jardin, avec cette voûte peinte par Lebrun qui rappelle tous les hauts faits, tous les exploits du roi qui se disait lui-même le plus grand roi de la terre. Cette galerie des glaces a été restaurée totalement il y a 2 ans grâce à un mécénat exceptionnel. Le château de Versailles reçoit un public considérable. Les étrangers représentent une part très importante de ce public, à peu près 70% du public. Par la force des choses, beaucoup de ces visiteurs viennent des pays les plus voisins, mais de plus en plus, on voit des visiteurs venus de très loin, d'Asie notamment, visiter en masse le château de Versailles. Donc il y a là le symptôme, la marque, la preuve du rayonnement international du château de Versailles. On peut regarder à partir de cette maquette Versailles vue du ciel et voir les principales constructions. Alors, on voit très bien le vieux château Louis XIII encastré autour de la cour de marbre, les premiers travaux de Louis XIV dans l'avant-cour avec cette vieille aile de 1662, puis ce pavillon du four refait au XIXe siècle, et l'emplacement de l'aile qui était en face, qui a été reprise par Gabriel sous le règne de Louis XV, donc premiers travaux autour de l'avant-cour. Ensuite, cette enveloppe qu'on voit côté jardin qui vraiment enchâsse le petit château de Louis XIII côté jardin, et par la suite les autres grands travaux, les 4 gros pavillons ici sur la cour d'honneur et les grands travaux de Jules Ardoin-Mansart avec cette aile du Midi, dite également aile des Princes, qui est bâtie entre 1679 et 1682, le pendant, à l'exception de la chapelle, qui est bâti entre 1685 et 1689, le grand carré des offices qu'on aperçoit ici, qu'on voit très bien, cet immense carré qui fait à peu près, chaque face fait à peu près 80 mètres de long, bâti entre 1681 et 1684 pour abriter les offices du roi. Et derniers travaux de Louis XIV, la chapelle, bâtie entre 1699 et 1710. Le cœur du château est véritablement ce qu'il y a autour de la cour de marbre, ce qu'on voit ici, alors qui a été modifié sous le règne de Louis XIV, mais on a l'habitude de dire que c'est véritablement l'endroit le plus important et le plus ancien du château. Donc, château construit par Philibert Leroy, l'architecte de Louis XIII, et repris simplement par Louis XIV à partir de 1660. Les premiers travaux de Louis XIV datent véritablement des années 1660, 1661, 62. On retrouvera ici Louis Levaux, l'architecte, mais également Charles Lebrun, le peintre, et André Le Nôtre pour les jardins. Cette vision nous permet de voir véritablement le développé du château côté jardin avec cette façade en fait baroque à l'italienne, au contraire de la façade brique et pierre du 1er XVIIe siècle côté cour. Et notamment sur ce corps central, ici apparaît clairement la grande galerie et on voit également donc, les grandes constructions qui ont été faites par Jules Ardoin-Mansart, notamment avec cette grande aile du Midi qui abrite désormais la salle du Congrès où se réunit le Parlement, et cette aile en regard qui sera construite quelques années plus tard, entre 1685 et 1689, dite Grande Aile ou Aile Neuve.
Et on aperçoit à son extrémité une aile qui était en fait restée inachevée durant tout le règne de Louis XIV, y compris durant le règne de Louis XV. Et ce n'est que sous la fin de son règne que sera inauguré cet opéra royal que l'on aperçoit à l'extrémité de cette aile. Donc nous nous trouvons ici dans le salon d'Hercule. Alors ce salon d'Hercule a été prévu par Louis XIV à l'extrême fin du règne. Et Louis XIV voulait y placer un tableau qui lui avait été offert lorsqu'il était jeune par la République de Venise, un chef-d'œuvre de la fin du XVIe siècle que toutes les grandes cours d'Europe se disputaient et qui est supporté par des têtes de lions qui font référence à la légende d'Hercule. Alors c'est sous Louis XV que la voûte est peinte, peinte d'un seul tenant, et c'est un jeune peintre, François Lemoine, auquel on confie ce travail, et il va peindre des centaines de personnages pour l'apothéose d'Hercule. Lorsque nous quittons le salon d'Hercule, nous pénétrons dans le salon de l'Abondance. C'est là qu'il conservait les pièces les plus riches qui étaient dans ses collections. Et c'était une grande faveur que le roi accordait quand il vous invitait à venir avec lui voir tous ces trésors qui étaient conservés dans cette pièce. Et c'était le premier de la prestigieuse enfilade du grand appartement du roi, une enfilade qui était quotidiennement traversée par des milliers de personnes, parce que toute cette enfilade était publique à l'époque de Louis XIV, à l'époque de Louis XV et à l'époque de Louis XVI. Et cette enfilade-là se visitait pendant la journée comme un musée. Ici, nous sommes dans le salon de Vénus, qui est consacré d'une part à la planète Vénus, planète du Soleil, et à la divinité, c'est-à-dire Vénus, déesse de l'amour. Alors ce salon de Vénus était à l'origine le palier, en quelque sorte, du grand escalier de Versailles, qui était l'escalier des ambassadeurs. Et donc on était ici dans un espace qui est un espace d'entrée du grand appartement, et on débouchait donc par cette porte-là, que l'on peut voir, et dont on peut voir encore un vestige. Alors, malheureusement, l'escalier des ambassadeurs a été détruit sous Louis XV. Louis XV a eu besoin des espaces qui sont derrière cette pièce pour, à un moment, y loger ses nombreuses filles, et à ce moment-là, il a détruit l'escalier des ambassadeurs. Il n'en demeure pas moins que de cet escalier des ambassadeurs, il existe toujours la porte, une des portes, et c'est une des plus belles portes de Versailles. On voit ainsi la couronne, sommet de la fleur de lys, le double L, le chiffre du roi, Louis, et d'autre part, on a les emblèmes d'Apollon, le masque du soleil, l'Apollon rhodien, et puis ensuite la corne d'abondance qui exprime justement cette abondance que la paix peut apporter. Alors ici, nous sommes dans le salon de la sœur d'Apollon, la Lune, la déesse Diane, qui est à la fois la déesse de la Lune et la déesse de la chasse. Alors, cette pièce, dans le jargon de cour, a été souvent appelée la chambre des applaudissements, parce que c'était là où il y avait les parties de billard lors des soirées d'appartement. Donc il y avait un grand billard au centre de la pièce, et de part et d'autre, il y avait des banquettes qui étaient montées sur des gradins, et les dames s'asseyaient sur ces banquettes et donc applaudissaient au bon coup. Alors le roi était très bon joueur de billard, était connu, et donc c'était une des attractions de ces soirées d'appartement qui duraient de 6h à 10h du soir. Le salon de Mars, Mars c'est la planète
du Soleil, de la planète Mars, mais c'est aussi bien sûr le dieu de la guerre. Tout le décor, là, le décor du plafond, on voit au centre Mars sur son char tiré par des loups. Alors ce salon, le plus grand de toute l'enfilade, servait lors des soirées d'appartement de salle de bal. Il ne faut pas imaginer un grand bal, c'était les ballets de la cour. Les ballets de la cour étaient extrêmement réglés. Un ballet à la cour, c'était comme passer une agrégation, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas se permettre de faire un faux pas. Et on voit dans certaines chroniques, effectivement, qu'un tel faisant une erreur donnait lieu à des critiques, des quolibets. Donc ces ballets de cour, il ne faut pas du tout imaginer un bal comme on aura ensuite des bals où chacun peut inviter qui il veut, c'était quelque chose de tout à fait différent. Aujourd'hui, quand on parcourt cette enfilade, on n'a plus l'idée de grands changements entre chacune des pièces. Alors qu'il y avait une nette distinction entre les premières pièces, vestibule, et les 3 pièces de salon de Mars, salon de Mercure et salon d'Apollon, qui étaient considérées comme les chambres, c'est-à-dire les pièces les plus riches de l'ensemble. Et cette pièce servait de chambre de parade, et c'était là qu'il y avait un amoncellement d'argenterie, tel que tous les contemporains étaient absolument éblouis. Le grand appartement se caractérisait par cette richesse du décor, richesse du mobilier d'argent et aussi la richesse de la lumière. Il y avait un tel nombre de bougies qu'on avait la possibilité de passer d'une pièce à l'autre sans être dans des espaces d'ombre. Et ça, tous les contemporains le soulignent, presque autant que la richesse, ils soulignent la clarté de cet appartement. Lorsque cet appartement a été conçu, le salon d'Apollon était au centre du dispositif. C'est-à-dire qu'il y avait 4 pièces avant et 3 pièces après, les 7 planètes du Soleil. Lorsque l'on a construit la Galerie des Glaces, on a ici placé la chambre du trône. Bon. Mais qui n'avait pas une valeur symbolique très forte à Versailles, parce que le trône n'a jamais eu à la cour de France une importance aussi marquée que le lit. Vraiment, le symbole du pouvoir à Versailles, c'est la chambre du roi et c'est le lit du roi. Alors quotidiennement, le salon de la guerre était traversé par le roi lorsqu'il se rendait à la messe quotidienne à 10h du matin. Alors c'était un moment de cour, la messe. C'était le moment d'ailleurs où les dames de la cour rencontraient les hommes, parce qu'il y avait deux milieux, le milieu féminin autour de la reine ou de la dauphine, et le milieu masculin, les hommes, les seigneurs, autour du roi. Au lever du roi, il n'y avait que des hommes, à la toilette de la dauphine ou de la reine, il n'y avait essentiellement que des femmes. Et ces deux mondes se rencontraient dans la Galerie des Glaces, et ils faisaient un quart de cercle dans la partie qui est la plus proche de la nôtre, attendant que la porte de glace que nous voyons ici s'ouvre et le roi paraissait. Une des premières caractéristiques de la Galerie des Glaces, c'est son emplacement. On peut dire que la Galerie des Glaces, au centre du château, c'est une anomalie. Parce qu'en général, une galerie, c'est en fait un corridor, un lieu de passage qui relie un corps de logis à un autre corps de bâtiment, ou bien qui est galerie de bibliothèque, galerie d'art. Mais bon. Tandis que là, on a au centre du château, vraiment, qui vole toute la belle vue, enfin la plus belle vue, qui est cette grande perspective vers l'ouest, c'est la galerie qui, d'une certaine manière, la vole aux appartements. Donc déjà, cet emplacement de la galerie au centre du château, telle qu'elle est là, c'est quelque chose qui est tout à fait premier. Bon. Or là, nous sommes juste derrière la chambre du roi. C'est-à-dire que ces portes-là, avec les charnières, n'ouvrent plus sur rien. Mais auparavant, elles ouvraient sur la chambre du roi. Et c'est aussi ce qui explique que la composition centrale de tout l'ensemble, qui est la prise du pouvoir de Louis XIV en 1661, qui est le début de toute l'histoire, se trouve au centre de la galerie. Dans tous les médaillons, on a les bienfaits
du gouvernement du roi à partir de la prise de pouvoir de 1661, par exemple l'interdiction des duels en 1662, etc. Donc manifeste politique, manifeste économique, par le nombre de miroirs, 357 miroirs de cette grandeur-là, à un moment où les miroirs coûtaient très cher, c'est dire de façon un peu insolente à toute l'Europe, regardez aujourd'hui en France ce que nous sommes en train de faire, d'autant plus que le secret des miroirs avait été volé par de l'espionnage industriel, c'est-à-dire Colbert demandant à des transfuges des ateliers de Venise de venir s'installer à la manufacture du Faubourg Saint-Antoine, où ils étaient au secret en train de mettre au point la fabrication. Donc là, nous nous trouvons dans la 5e et dernière chapelle du palais. 5e parce qu'il y en a eu 4 qui l'ont précédée, qui toutes étaient provisoires, et celle-ci enfin a été construite, mais seulement en 1710, c'est-à-dire 5 ans avant la fin du règne de Louis XIV, c'est-à-dire que le roi l'a très peu connue. En revanche, elle a été mise en chantier dès les années 1680, un chantier qui a duré près de 25 ans. C'est dire si le lieu a été soigneusement élaboré, mûri, et tout le programme iconographique évidemment s'en ressent parce qu'on est dans un lieu particulièrement travaillé, et on peut dire même à Versailles, c'est l'endroit de Versailles le plus abouti, le plus réfléchi en tout cas. Donc nous nous trouvons ici au premier étage de cette chapelle palatine. Chapelle palatine, ça veut dire qu'elle est intégrée à un palais, donc elle est à 2 niveaux. Et le premier niveau, le premier étage où nous nous trouvons, correspond à l'étage des appartements du roi. Et lorsque le roi se rendait à la chapelle, il assistait aux offices et aux messes depuis cette tribune qui est de plein pied avec ses appartements. Là, vous voyez très bien la tribune de la musique avec l'orgue qui est placé dans l'axe de la chapelle et au-dessus du maître-autel. C'est un emplacement aussi tout à fait surprenant et atypique en fait, mais qui est lié à la passion que Louis XIV avait pour la musique, et donc il a tenu à ce que la musique de sa chapelle soit disposée à un emplacement tout à fait privilégié. Ce qui frappe surtout dans cet édifice, c'est la voûte qui est entièrement peinte. C'est quelque chose d'assez rare en France, qui en fait là dérive évidemment des grands modèles du baroque romain. Et ici, donc, la voûte est consacrée à l'évocation du thème de la Trinité, avec Dieu le Père au centre, le Fils dans l'abside, et au-dessus de la tribune du roi, le Saint-Esprit qui descend sur les fidèles de la Pentecôte, les disciples, mais aussi sur le roi, puisque le roi prenait place à la tribune. Alors, nous sommes dans un des lieux les plus émouvants du château parce que, préservé dans son état parfaitement d'origine, 1710, c'est la sacristie de la chapelle qui n'est pas ouverte au public. Peut-être faut-il le regretter, mais c'est aussi une des raisons pour laquelle il est parfaitement conservé. Alors Louis XIV, en s'installant à Versailles, confie la chapelle, la desserte de la chapelle, à une communauté de lazaristes de Saint-Vincent-de-Paul, et donc des religieux qui sont attachés à la chapelle du château et qui vont rester jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. La journée à la chapelle, c'est donc la messe du roi essentiellement, mais c'est aussi la messe de la communauté de ces lazaristes et d'autres messes qui sont célébrées. Il faut imaginer une vingtaine de messes chaque matin ici à la chapelle. Donc c'est vraiment un édifice qui a beaucoup servi sous l'Ancien Régime.
Nous sommes au cœur des galeries historiques de Louis-Philippe à Versailles, dans la galerie des batailles, qui est installée dans l'aile sud du château, dont on a démoli tous les appartements d'Ancien Régime pour construire une galerie très palatiale, avec un décor très riche, très somptueux, dans laquelle on installe des grands tableaux qui représentent les grandes batailles qui ont fait la France, qui ont constitué en fait les frontières du royaume de France, principalement. Alors la galerie des batailles commence avec la bataille de Tolbiac en 496, une bataille au cours de laquelle Clovis demande l'intercession du dieu des chrétiens, en fait, pour obtenir la victoire. Le dieu des chrétiens qui est le dieu de son épouse Clotilde. Et il promet de se convertir au christianisme s'il emporte la victoire. Une autre grande figure de l'histoire nationale qui est Henri IV, qui rentre à Paris en 1594. Et ce tableau ici représente en fait l'entrée d'Henri IV à Paris après tous les problèmes des guerres de religion. Le roi, qui était le chef du parti protestant, a été choisi comme héritier par le roi de France de la branche aînée, de la branche des Valois, Henri III. Il devient donc Henri IV et il monte sur le trône. Il se convertit au catholicisme et c'est ce qui va lui permettre en fait de reconquérir son royaume. Et là, il fait son entrée à Paris, acclamé par la foule et en particulier par sa maîtresse Diane de Poitiers qui apparaît au balcon du Louvre en haut à droite du tableau. La prise de Valenciennes en 1677, c'est la fin de la guerre de Hollande, qui est la grande guerre en fait du règne de Louis XIV, qui marque le sommet de sa puissance en Europe. Et Louis XIV est représenté là d'une façon peu historique. En fait, il n'a pas mené lui-même les troupes à l'assaut, mais Louis-Philippe a souhaité que son peintre, Jean Hallot, le représente de cette façon-là, pour le mettre en fait en valeur à l'intérieur de la galerie. Et les autres tableaux montrent en fait les grands capitaines du règne, c'est-à-dire le maréchal de Catinat, le maréchal de Luxembourg et le maréchal de Villars. Ce sont donc les grands capitaines qui ont permis en fait à Louis XIV d'arrondir les frontières en fait du royaume de France. Et ces batailles en fait représentent un des sommets de l'histoire de France. Le parcours des tableaux se poursuit avec le XVIIIe siècle. Donc on a la représentation ici du début de la prise de Yorktown aux États-Unis, où le contingent français commandé par le comte de Rochambeau va soutenir en fait les insurgents américains conduits par Washington pour aider en fait les États-Unis d'Amérique à se libérer du joug britannique. Et alors après, évidemment, on a l'évocation des grandes batailles de la Révolution. On a ici la bataille de Rivoli, remportée par Bonaparte en 1797. Une grande victoire, le tableau est très célèbre, c'est un tableau de Philippe Otto, qui montre la figure de Bonaparte, d'ailleurs sur son cheval, déjà représenté comme le héros, un peu transcendé par la bataille et par la victoire. Bonaparte qui va devenir donc l'empereur Napoléon Ier. Et on arrive avec l'Empire, avec la bataille d'Austerlitz, la fameuse bataille donc des trois empereurs, qui montre un contraste très important entre l'empereur et son état-major, c'est le groupe des héros que rien ne perturbe, et puis la mêlée des soldats, en fait, avec le général Rapp, qui vient montrer à l'empereur les trophées et tous ces drapeaux pris à l'ennemi donc, au cours de la bataille. Alors ici, nous nous trouvons dans la réserve de sculptures du château de Versailles, qui accueille surtout les sculptures provenant des jardins qu'on a mises à l'abri parce qu'elles sont en mauvais état ou parce qu'on les restaure et parce qu'on veut aussi les préserver du plein air où elles se trouvent et où elles souffrent finalement en plein air. Les sculptures des jardins de Versailles sont actuellement en restauration depuis environ 4 ans. Il y a plusieurs campagnes de mécénat qui ont permis de prendre en compte pour l'instant une soixantaine d'œuvres. On en a 320 en tout, sculptures en marbre. Et c'est le cas du groupe d'Apollon servi par les nymphes, qui est sans doute le chef-d'œuvre des jardins de Versailles, qu'on a pu mettre à l'abri et qui va être remplacé par une copie. Ici, c'est le groupe de chevaux de Marcy, des frères Marcy, qui sont donc des grands sculpteurs aussi du règne de Louis XIV. Et vous voyez une fougue, une jeunesse qui transparaît dans leurs œuvres, avec ce cheval cabré plein d'allure. Et alors ce groupe est en cours de prise d'empreintes, puisque les groupes originaux vont être remplacés par des copies. Et ces copies sont réalisées par la voie du moulage. Vous avez ici la partie arrière de ce cheval cabré qui fait l'objet de la prise d'empreinte, avec là l'élastomère, qui est un matériau de prise d'empreinte extrêmement fidèle, qui est posé sur la partie arrière du cheval. Et ici, par terre, vous avez un moule qui a été donc réalisé et qui est, vous voyez en fait la forme en creux, en négatif, de l'œuvre en marbre originale. Nous nous trouvons ici
au fond de la deuxième des 3 cours du château. Et au décrochement de ces 2 cours, de la cour royale et de la cour de marbre, il y a une entrée particulière pour l'appartement du roi qui donne sur un vestibule et une salle des gardes et qui donne accès à un escalier qui permet de monter à l'appartement de Louis XV. Ici, c'est le cabinet de Louis XV, que Louis XV s'était fait aménager et dans lequel il aimait souvent à travailler. Alors, la pièce la plus extraordinaire de ce bureau est bien sûr ce meuble magnifique qui est le bureau que Louis XV s'était commandé, qu'il avait commandé auprès de l'ébéniste Euben, hein, qui a été élaboré pendant une dizaine d'années et qui est considéré vraiment comme un des chefs-d'œuvre de l'ébénisterie française. Quand on voit ce travail de marqueterie absolument ébouriffant, il y a aussi un traitement des bronzes tout à fait particulier et surtout un mécanisme remarquable. S'il suffisait d'un tour de clé, on mettait cette clé ici, on voit d'ailleurs la serrure qui est ornée d'une petite fleur de lys, d'un seul tour de clé, on débloquait tous les tiroirs du bureau. Alors ce bureau n'a pas, comme beaucoup d'autres, été vendu à la Révolution. Il est resté dans les collections nationales. Il a voyagé, on le retrouve aux Tuileries, on le retrouve à Saint-Cloud sous Napoléon III, retour au Louvre et enfin, il a été remis à Versailles dans la pièce pour laquelle il avait été créé. Nous entrons à présent dans la bibliothèque de Louis XVI, qui est la première pièce que Louis XVI, jeune roi, hein, Louis XV meurt en 1774, et Louis XVI va faire aménager cette pièce pour son usage personnel, là où il n'y avait encore qu'un salon, le salon des jeux, le dernier salon des jeux de Louis XV. Alors on peut remarquer ces dimensions très vastes, elles s'ouvrent par 2 fenêtres sur la cour. Il y a également un mobilier particulièrement important, cette table, notamment cette table de travail qui est faite sur d'un seul bloc d'acajou de Sainte-Lucie dans les Antilles et qui était vraiment dans cette pièce. Cette commode aussi, cette magnifique commode de Riesner qui a pu revenir à Versailles, qui avait été vendue à la Révolution, mais qui a pu revenir récemment à Versailles et qui occupe l'exact emplacement qu'elle occupait sous Louis XVI. Et cette cheminée aussi assez étonnante, qui est une cheminée, alors qui a une histoire également, qui avait été faite pour Madame du Barry dans son salon de Fontainebleau et que Louis XVI a récupéré pour l'installer dans sa bibliothèque. Alors cette dernière pièce de l'enfilade, qui était le bout de la petite galerie dont nous avons vu évoquer le commencement dans le cabinet de musique. Alors c'est ce qu'on appelle la salle à manger aux Salles Neuves ou la salle à manger des Porcelaines. Alors pourquoi aux Salles Neuves? Parce que cet appartement a changé d'affectation régulièrement et sous Louis XVI, elle était devenue la salle à manger dans laquelle le roi et la famille royale pouvaient souper en règle générale le soir. Alors c'est pour ça que cette grande table ici a été aménagée qui permet de recevoir un certain nombre de convives autour desquels prenaient place le roi, la reine et leurs invités. Et c'est dans cette pièce également qu'on a choisi de montrer quelques exemples. Alors on en a beaucoup plus, mais qu'on a voulu évoquer les grands services de Sèvres qui avaient été commandés par Louis XV et par Louis XVI, dont on rachète peu à peu, quand on le peut, certaines pièces. Bien sûr que le dernier grand service de Sèvres que Louis XVI avait commandé, qui devait faire 455 pièces et qui n'était pas tout à fait achevé à la Révolution, celui-là, nous ne le reverrons jamais en France parce qu'il a été vendu intégralement, enfin il a été racheté intégralement par le roi d'Angleterre de l'époque. Il se trouve toujours dans les collections royales anglaises. Le salon des jeux de Louis XVI, dans lequel nous nous trouvons maintenant, a retrouvé une grande partie de son mobilier d'origine grâce à des achats successifs au cours des années, comme l'ensemble de ces chaises ici qui meublaient ce salon sous Louis XVI, de même que le tissu des sièges a été retissé à l'identique avec ce damas cramoisi rebrodé d'or, donc qui est vraiment un tissu extrêmement riche, extrêmement précieux. Et ce salon qu'il faut imaginer également meublé de tables de jeux diverses, là on a juste un petit exemple avec cette table de tric-trac, mais il faut imaginer des tables pour les jeux de cartes et d'autres jeux de société, témoigne aussi du goût que Louis XVI avait à venir se divertir de temps en temps en société, au jeu du roi, avec ses courtisans. Nous
Nous sommes dans la salle du Congrès, donc au centre de l'aile du Midi du château de Versailles. À la chute du Second Empire, le gouvernement français qui s'est réfugié à Bordeaux revient en région parisienne et ne peut pas s'installer à Paris en raison de la Commune. Donc il choisit un endroit proche de Paris et il choisit Versailles parce que le château dispose d'une salle, tout simplement d'une salle d'assemblée qui est la salle de l'Opéra Royal, créée à l'époque, à la fin du règne de Louis XV. Et le gouvernement s'installe ici. Mais il faut accueillir ici deux assemblées, le Sénat et l'Assemblée nationale. Donc on va créer une salle nouvelle pour que ces assemblées puissent se réunir séparément. Donc le Sénat se réunira dans la salle de l'Opéra Royal et on crée dans l'aile du Midi, en 1875, cette grande salle inspirée du style de Versailles, une salle qui montre que la République s'approprie le palais royal, l'ancien palais royal, et on construit une architecture donc, qui est tout à fait en accord avec celle du château de Louis XIV. L'architecte de la salle est Edmond de Joly. Donc Edmond de Joly a repris dans le château de Versailles des motifs. On voit qu'il s'est tout à fait inspiré de ce qu'il a trouvé dans les grands appartements. Il reprend donc un décor très somptueux, comme l'aime d'ailleurs la Troisième République à ses débuts, qui ne veut pas déroger par rapport au régime précédent, c'est-à-dire le Second Empire, la monarchie de Juillet, la Restauration. Donc un décor très fastueux et qui est intéressant en fait ici dans cette salle parce qu'elle se situe très tôt dans la Troisième République et qu'elle se situe à un moment où les emblèmes de la République ne sont pas vraiment encore définis. Donc la République n'est pas représentée ici par les doubles majuscules RF République française que l'on trouvera un peu plus tard, mais par deux F affrontés que l'on trouve par exemple dans les oculis sous le plafond. Et puis on a une concession aussi à Louis XIV, puisqu'on est quand même dans son palais, c'est qu'on a le soleil de Louis XIV qui est placé sur les balcons de la salle, ce qui peut paraître surprenant dans une salle d'assemblée républicaine, mais c'est aussi un moment où la France hésite entre plusieurs régimes. La République est installée, certes, mais on hésite encore pendant quelques années entre un retour à la monarchie, un retour à l'Empire, ou une République effectivement qui sera consolidée, et c'est finalement la République que l'on choisira. Alors nous avons au-dessus du perchoir, donc au-dessus des podiums des représentants de l'Assemblée, nous avons un grand tableau qui représente en fait la cérémonie d'ouverture, enfin la première séance même d'ouverture de l'Assemblée des États Généraux à Versailles au mois de juin 1789, qui est présenté ici comme un événement fondateur de la République, puisqu'il pose les bases de la contestation en fait contre le régime monarchique. Cet atelier est ce qu'on appelle les ateliers muséographiques. C'est un atelier très important, enfin une série d'ateliers très importants pour Versailles, puisque c'est là où se trouvent tous les métiers qui tournent autour de la restauration des collections. Donc nous avons des ateliers de menuiserie et bénisterie avec des restaurateurs donc, qui restaurent le mobilier, comme ce cabinet de boulle, ou ces chaises qui ont été faites pour le Grand Trianon. Nous avons ici 4 ateliers, 4 établis, plus exactement, donc 4 restaurateurs qui travaillent dans cet atelier bénisterie-menuiserie. Il y a aussi 3 doreurs et qui font aussi de la peinture décorative. Nous avons également 2 tapissiers qui peuvent regarnir des sièges, les recouvrir. Et enfin, 2 restauratrices qui s'occupent plus particulièrement des papiers et des cuirs. C'est également un atelier où l'on restaure des meubles, notamment en ce moment ce grand bureau plat d'André Charleboul. C'est un bureau qui est extrêmement riche dans son décor parce qu'il y a non seulement la marqueterie en technique boule, mais également tout un décor de bronze doré. Donc vous avez certains éléments là, comme les écoinçons dans les angles du plateau. L'un des derniers changements apportés à ce meuble a été la pose de ce cuir qui doit dater des années 1820-1830 et que nous allons conserver. Nous sommes arrivés dans l'atelier de dorure. Donc c'est un atelier où il y a 2 restaurateurs qui travaillent sur ce site-là. Nous avons un 3e restaurateur qui travaille au Grand Trianon, où nous entreprenons des restaurations de dorures de sièges, de cadres. Comme vous le savez, à Versailles, c'est aussi une énorme collection de tableaux. Et là, nous avons un cas intéressant, un petit peu difficile. C'était des cadres qui avaient été conçus au début du XXe siècle avec une finition qu'on appelle de la bronzine à base de cuivre, et qui au départ a l'aspect de l'or, donc c'est très séduisant, c'est moins coûteux que l'or, mais qui très vite s'oxyde, du coup qui prend une couleur verdâtre et grisâtre, très désagréable.
Nous passerons l'assiette à dorer. C'est le produit que vous voyez rougeâtre. C'est ce qui sert d'assise à l'or. Hein. Là, s'il n'y avait pas d'assiette, il y aurait pas de... l'or ne pourrait pas tenir. Ça serait collé parce que ça serait mouillé. C'est à la détrempe. Et ça s'enlèverait après. Donc ce produit sert à maintenir l'or. Voilà, nous sommes dans l'aile nord du château, dans une enfilade de 11 salles, où est présenté en fait un résumé de l'histoire de France. Le début du règne de Louis XIV est marqué par des campagnes militaires et par un événement important qui est le sacre du roi à Reims, qui est traditionnel. Le roi donc est sacré à Reims en 1654, ce qui marque en fait le début vraiment de son règne de souverain à part entière, c'est-à-dire la fin de la régence de sa mère. Il est donc représenté là sur cette grande tapisserie des Gobelins que Louis XIV a commandée dans une série qu'on appelle l'Histoire du roi, qui commémore en fait les grands événements de son règne, et bien sûr au premier rang desquels bien sûr le sacre. Donc le début du règne de Louis XIV est marqué par la personnalité de son grand ministre Colbert, Jean-Baptiste Colbert, qui est représenté là par un très beau portrait de Lefebvre, et qui est représenté donc à côté de son roi, Louis XIV. Louis XIV qui est représenté en roi de guerre, puisqu'il ne faut pas oublier que Louis XIV a mené des campagnes militaires en fait tout au long de son règne, plus ou moins victorieuses, assez victorieuses au début, un peu moins dans la deuxième partie de son règne. Mais la figure de Louis XIV guerrier est très importante, et très importante aussi à Versailles, puisque le décor de Versailles est beaucoup centré en fait sur ces campagnes militaires de Louis XIV. Cette salle-là est consacrée en fait à Louis XIV et les femmes. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Louis XIV est un souverain qui est jeune, qui est galant, qui aime donner des fêtes, qui aime faire plaisir aux femmes de la cour. Et il a beaucoup reçu les femmes de la cour à Versailles, justement, dans sa jeunesse. Et il est représenté là, au milieu des femmes, et en particulier, on voit ici l'une de ses premières maîtresses, Mademoiselle de la Vallière, qui a eu un amour pour lui, semble-t-il, très désintéressé. C'était une vraie passion de sa part à elle, mais Louis XIV était plus volage qu'elle. Et donc les maîtresses se sont succédées autour de lui. Et vous le voyez là, entouré de deux princesses, qui sont la grande Mademoiselle, sa cousine Germaine, qui tient le portrait de son père Gaston d'Orléans, le frère de Louis XIII, donc c'est la cousine Germaine de Louis XIV. Et de l'autre côté, vous avez la reine, la duchesse d'Orléans, Henriette d'Angleterre, la fille du roi d'Angleterre, avec le portrait de son mari, Monsieur, le frère du roi. Et puis, en partie haute, en frise, en haut de la salle, toutes les beautés de la cour de Louis XIV, chacune portant son nom. Des tableaux, en fait, qui se trouvaient déjà dans le premier Versailles de Louis XIV, dans un cabinet de son appartement privé, où il gardait donc comme ça les portraits. Donc après les femmes, on a une salle qui est consacrée plutôt à la famille royale, donc les proches du roi. Et on retrouve évidemment dans cette salle sa mère, la reine Anne d'Autriche, princesse espagnole de naissance, et puis l'épouse du roi, Marie-Thérèse d'Autriche, qui est aussi sa cousine Germaine, représentée là dans le grand manteau royal, une princesse espagnole qui meurt en fait à Versailles en 1683, et à laquelle succédera dans le cœur du roi et aussi comme épouse Madame de Maintenon, donc maîtresse du roi qui l'épouse en fait secrètement et qui sera donc l'égérie de toute la fin du règne. Alors là, nous arrivons un peu au milieu du règne de Louis XIV avec des représentations de la famille royale et autour de ce grand tableau de Mignard qui représente la famille du grand dauphin, donc le fils aîné de Louis XIV qui ne régnera pas puisqu'il va mourir avant son père. Le grand dauphin qui est représenté donc à gauche avec un chien. C'est un prince très fastueux qui a fait un peu la guerre, qui collectionnait les arts comme son père. Il est représenté donc avec son épouse qui est une princesse de Bavière et puis leurs trois enfants. Donc l'aîné à droite du tableau qui est le duc de Bourgogne, qui sera le père de Louis XV, du futur Louis XV, qui mourra lui-même avant Louis XIV, d'ailleurs très jeune, ainsi que son épouse. Vous avez l'enfant du milieu, au milieu du tableau, assis sur un coussin avec un petit chien, qui est le second, Philippe, duc d'Anjou, qui deviendra roi d'Espagne sous le nom de Philippe V. Et puis il y a le troisième enfant, le duc de Berry, qui épousera l'une de ses cousines, qui est donc sur les genoux de sa mère, très très jeune. Alors, nous avons dans cette salle des grands événements familiaux
de la fin du règne de Louis XIV, qui est le mariage du duc de Bourgogne avec la jeune Marie-Adélaïde de Savoie. Donc le jeune couple, ils sont très jeunes, ce sont des adolescents. Donc le duc de Bourgogne, dans son habit noir, qui épouse cette jeune princesse, qui a revêtu pour la circonstance un manteau fleur-de-lysée. Et le mariage a lieu en présence du grand-père du marié, donc le roi Louis XIV, son fils le grand dauphin, qui est le père du marié. Et on retrouve de l'autre côté, parmi les princesses qui assistent à la cérémonie, la princesse Palatine, donc la deuxième épouse du duc d'Orléans, le frère de Louis XIV. Et tous ces personnages de la famille royale, en fait, vont mourir très peu de temps après la cérémonie, en fait. Et il ne restera donc plus à la fin du règne de Louis XIV que Louis XIV et son arrière-petit-fils, le fils du duc et de la duchesse de Bourgogne, le petit Louis XV, qui est un enfant de 5 ans au moment où son arrière-grand-père meurt en septembre 1715. Alors nous sommes dans la chambre de Marie-Antoinette, qui est l'épouse de Louis XVI. Vous savez, cette archiduchesse d'Autriche qui est arrivée en France en 1770. Et cette chambre a été occupée auparavant par les deux autres souveraines qui ont vécu à Versailles, Marie-Thérèse d'Autriche, l'épouse de Louis XIV, et ensuite Marie Ledzinska, l'épouse du roi Louis XV. La pièce a été créée pour Marie-Thérèse. Le plafond, notamment, a conservé sa division faite au XVIIe siècle, mais elle a été complètement transformée au cours du XVIIIe siècle. Une première fois à la fin des années 1720, où on a redécoré le plafond, et notamment dans les années 1730, le peintre Boucher a rajouté ces grands cartouches rocailles avec ces allégories peintes en grisaille. Et en 1785, c'est le dernier grand chantier ici, on remplace la cheminée par cette nouvelle cheminée de marbre et de bronze doré en marbre rouge griotte. Vous distinguez peut-être dans la tenture deux portes, une à côté du serre-bijoux et l'autre dans l'angle opposé de l'alcôve. Cette porte donne accès à un couloir qui permet de rejoindre l'appartement du roi, alors que l'autre porte, dans l'autre angle, donne accès à ce qu'on appelle le cabinet de la Méridienne, un petit boudoir, un petit salon privé. Et vous voyez, en quelques instants, la reine pouvait passer du monde public à ce monde privé. Alors là, nous sommes passés derrière la chambre, derrière la grande chambre. Nous sommes dans ce qu'on appelle les cabinets intérieurs de la reine. C'est une série de petits salons, de petites pièces. Il y a une salle de bain, il y a des pièces plus confortables, plus simples aussi dans leur décoration. C'est donc ici qu'il faut imaginer aussi non seulement les amis de la reine, comme la duchesse de Polignac, la princesse de Lamballe, mais également les personnes du service de la reine, notamment sa dame d'honneur, venir entourer la reine pendant la journée. Alors, la harpe est une harpe de la fin du XVIIIe siècle et on sait que Marie-Antoinette jouait de la harpe, ça faisait partie de son éducation, c'est un instrument dont elle a continué à jouer à Versailles. C'est une musique que l'on entendait souvent dans les cabinets intérieurs de la reine que le son d'harpe. Donc nous sommes dans la bibliothèque de Marie-Antoinette. C'est une bibliothèque qui a été aménagée alors qu'elle n'était encore que dauphine en 1771. C'est le premier chantier entrepris pour elle à Versailles. C'est une pièce très simple, très sobre, comme les bibliothèques en général dans le château, dont vous retrouvez quand même des symboles royaux, notamment qui sont cachés dans les parties basses des meubles, les aigles à double tête de l'Empire d'Autriche. Donc, par ces petits détails, on rappelait à Marie-Antoinette son origine et sa naissance à Habsbourg. Alors, nous sommes dans le cabinet de la Méridienne, c'est le boudoir en fait de ces cabinets intérieurs. Alors, devant nous, nous avons un des objets les plus extraordinaires des collections de Versailles qui a pu revenir à Versailles. C'est une table dont le plateau est fait de bois pétrifié. C'est donc une pierre, à l'origine c'était du bois, mais qui s'est fossilisé. Et cette table a été réalisée à Vienne et offerte par la famille impériale de l'impératrice Marie-Thérèse à Marie-Antoinette. Versailles est un lieu de pouvoir, et donc tout a été fait pour mettre en scène le roi.
on a atteint un paroxysme lorsque le trône d'argent a été placé à l'extrémité de la galerie des glaces. Alors là, c'était un choix du roi qui rompait avec les usages, c'était une innovation complète, c'était pour impressionner le visiteur plus que d'habitude. D'habitude, une ambassade avait lieu dans la chambre du roi. C'était ce qu'on appelait les ambassades de balustre. À l'intérieur du balustre de la chambre, l'ambassadeur, pour sa première réception, venait présenter ses lettres de créance à l'intérieur du balustre de la chambre du roi. C'est parce que la chambre du roi, c'est vraiment le lieu de pouvoir. En revanche, pour impressionner davantage, des princes ou en des circonstances où il fallait vraiment impressionner celui qui arrivait, Louis XIV décide de placer le trône sur une estrade très élevée, à l'extrémité de la galerie. Ça s'est passé pour le doge de Gênes. En fait, le doge de Gênes avait offensé le roi dans la mesure où il avait fait tirer sur la flotte française. Bon, donc le roi avait obtenu, alors que la règle de la République de Gênes prévoyait que le doge ne devait jamais quitter ses États, que le doge en personne vienne présenter des excuses. Donc, immense succès diplomatique. Et c'est pour ça que le doge a été obligé de traverser, là c'était une humiliation, de traverser toute la galerie. Ensuite, la plus belle réception de la vie de tous a été l'ambassade du Siam. Le roi était extrêmement flatté, le fait que les Siamois, si lointains, aient entendu parler la renommée du roi. Donc il voulait qu'il y ait un niveau d'apparat extraordinaire. Et donc les ambassadeurs siamois ont débouché de cet appartement au son des timbales et des trompettes, avec tous les gardes qui étaient en haie, et ils ont découvert donc le spectacle de Louis XIV devant son trône d'argent, l'habit constellé de diamants, la famille royale émeraude et rubis, 7 épaisseurs de courtisans de chaque côté, et ils ont fait leurs 3 révérences, au début, au milieu de la galerie, au pied du trône, et ensuite ils se sont retirés avec leurs 3 révérences dans l'autre sens. Voilà. Et ça, de la vie de tous, ça a été un des sommets où on a vu combien Louis XIV était vraiment un orfèvre en matière de mise en scène du pouvoir.